Bonjour à tous, bienvenue à notre conférence de ce soir. Cashless Economy, comment la Chine réinvente la finance et défie la domination fintech américaine, autour de l'ouvrage de Martin, ici présent. Merci de sa présence, il est venu des États-Unis pour nous parler de son ouvrage. En fait, l'idée de cette soirée, en fait, c'était proposé par Philippe de l'ESSEC, qui souhaitait en fait qu'on fasse une étude, un peu discussion comparative sur la fintech en Chine par rapport à la fintech en Europe. Et l'occasion de la parution du livre de Martin a été une bonne occasion. Et donc, on a pour le panel ce soir, je vais laisser Philippe présenter le panel, mais juste, je voulais vous remercier Arbia, la CEO de Rosalie, qui est la fintech de l'année 2022, de sa présence. Ce sera elle la répondante par rapport à nos experts Chine, Martin et Roger. Ce sera elle la répondante sur la façon dont la fintech évolue en France. Donc, merci aux courageux qui sont venus malgré la grève en physique. Vous êtes aussi nombreux en digital. Avant de commencer, un petit mot sur Finance Innovation. Donc, nous sommes le pôle Finance Innovation. Nous sommes le cluster de la finance digitale et de la fintech. Nous rassemblons 600 membres, 400 startups comme Rosalie, 120 grands groupes, 60 ETI et une vingtaine d'académiques, dont les SEC. Et autour de ces membres, nous créons des projets collaboratifs, des collaborations entre les académiques et les grands groupes, les académiques et les fintechs et les grands groupes. Et donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez proposer des webinars, des thématiques ou rejoindre le cluster, n'hésitez pas à nous contacter, Clément ou moi, ou les membres de l'équipe. On est disponible sur LinkedIn ou par email. Je vais laisser la parole maintenant à Philippe, qui va nous présenter la soirée. Merci à tous et merci de votre présence. Merci beaucoup, Maximilien. Écoutez, je suis absolument ravi de présenter ce panel de stars internationales. D'abord, merci à Maximilien, à Clément de nous accueillir ici chez Finance Innovation. J'espère que tous les étudiants de l'ESSEC sont en ligne, sinon ils auront une mauvaise note. Et j'espère que aussi d'autres membres de Asia Society, en plus de ceux qui nous rejoignent, puisque c'est un événement également organisé par Asia Society France, sont également en ligne. Donc, l'idée de ce sujet, elle est un petit peu évidente. Pour quiconque est allé en Chine ces dernières années, sans son téléphone, c'est un petit peu compliqué de payer, de faire quoi que ce soit, de recevoir un salaire, de payer un taxi, un Uber, ou enfin l'équivalent Uber, et même d'aller au restaurant ou de faire ses courses. La digitalisation de la Chine est un phénomène tout à fait extraordinaire depuis maintenant une quinzaine d'années, on peut dire. C'est pas récent, mais ça n'a fait que s'amplifier avec les dernières années, les années de la pandémie, qui ont été très marquantes au niveau du contrôle social, notamment, et du contrôle politique. Je crois que Martine a des choses à dire là-dessus. Donc, le livre de Martine Chorzempa tombe tout à fait à pic pour nous éclairer sur ce sujet, parce que effectivement, les difficultés des entrepreneurs du tech sont fréquentes. On a eu le cas récemment. D'ailleurs, aujourd'hui, Martine est citée dans le Wall Street Journal sur ce sujet. L'Assemblée nationale populaire est en pleine réunion. Donc, la question des entrepreneurs privés est évidemment également à l'ordre du jour. Et globalement, je pense que ce qui est intéressant, on est ici pour avoir une discussion un peu à bâton rompu, mais aussi à titre de comparaison, de regarder ce qui se passe un peu aux États-Unis. Et c'est vrai que pour avoir lu un petit peu ce que vous écrivez, Martine, c'est vrai que WeChat par rapport à WhatsApp, ce genre de choses, pourquoi est-ce que la Chine a mieux réussi, semble-t-il, que les États-Unis dans ce domaine de la fintech? Tout ça, ce sont des questions qu'on va se poser. Donc, Martine parle couramment français, de même que Roger, de même qu'Arbia, qui est française, et ce qui paraît logique. Et il a passé également 2 ans en Chine, et il parle un chinois incroyable également. Et il est actuellement Senior Fellow, donc chercheur au Peterson Institute for International Economics, un grand think tank économique à Washington.
Pour sa part, Roger Creemers est professeur à Leiden University, qui jouit d'un des meilleurs centres sur l'Asie, d'études asiatiques en Europe. Et nous avons la chance de travailler ensemble sur un projet transatlantique. Et donc, Roger est un spécialiste de l'Internet chinois, notamment la gouvernance, on peut dire, de ces aspects-là. Il a beaucoup publié sur ce sujet. Il enseigne, bien sûr, sur ce sujet. Donc, c'est un bon connaisseur du contexte politique chinois, qui n'est finalement pas très loin de notre sujet, qui n'est pas seulement parce que la Chine, tout est politique. Hein. La Chine accuse souvent le reste du monde de politiser les choses, mais enfin, c'est quand même elle qui politise le plus souvent. Et puis, last but not least, Arbia Smithy, qui est une entrepreneur, une chef d'entreprise, qui est donc, comme l'a dit Maximilien, la FinTech de l'année. Donc, on est très flatté de vous avoir ici, et qui a créé plusieurs entreprises et qui a travaillé avec la Chine en ayant une entreprise de e-commerce, de commerce digital. Donc, elle connaît la Chine également à travers l'aspect business. Et aujourd'hui, elle dirige Rosalie, qui est une entreprise justement de paiement en ligne, de paiement direct, qui s'éloigne de la partie bancaire classique, disons. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par Martine, qui nous présente donc ses principaux arguments autour de son livre. Donc, vous avez la couverture ici. Ensuite, je demanderai à Roger peut-être de commenter et de donner un complément politique, hein, une lecture un peu plus politique de ce sujet, également peut-être par rapport à la régulation européenne, qui me semble intéressante. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Est-ce que l'Europe est encore plus à la traîne que les États-Unis, qui sont déjà pas en avance? Moi-même, qui ai vécu des années aux États-Unis, c'est vrai que bon, on paye pas beaucoup en ligne, hein, ou en tout cas pas de la même façon qu'en Chine. Et puis enfin, je demanderai à Arbia d'une part de nous parler un petit peu de son entreprise, et puis de donner le point de vue d'une Française, et de voir un peu comment en France on perçoit ce sujet. Donc, Martine, vous avez la parole. Oui. Merci Philippe, et merci à Finance Innovation de nous avoir invités ici aujourd'hui. Je suis très content de pouvoir présenter mon livre, qui est une distillation de 10 ans de travail, dont 2 ans en Chine, 8 ans aux États-Unis. Et je vais essayer de prendre ces 350 pages et dire les idées principaux dans 15 minutes ou un peu moins. L'origine de ce livre, c'est mon expérience en Chine. Quand je suis arrivé en Chine en 2013 pour travailler dans un think tank chinois, le système financier chinois n'était pas très bien développé, je dirais. L'image en haut, c'est des gens qui font la queue à la banque parce qu'il y avait très peu de services digitaux, et les paiements étaient presque 100% en espèces. On voit en bas l'image de toutes les notes de 100 yuan qui ne vaut en fait pas beaucoup. Il y avait des grands problèmes de contrefaction qui faisaient en sorte qu'on avait besoin de compter les notes chaque fois qu'on paye quelque chose. Donc, c'était assez compliqué à l'époque. On ne pensait pas que c'est l'avenir de l'innovation du FinTech. Mais quand je suis sorti de la Chine en 2015, tout avait changé. Et en fait, quand je rentrais aux États-Unis, je pensais, je fais une marche en arrière. C'est-à-dire, j'avais besoin de sortir des chèques, des cartes bancaires, tout ça. Mais en Chine, on payait déjà avec des codes QR. Donc, le cash avait presque disparu. Et c'était remplacé par des applications, des super applis. Donc, avant, c'était la répression de la finance. Donc, très peu d'options pour le crédit, très peu d'options pour investir, avec des taux d'intérêt fixés par l'État. Mais après l'arrivée des super applis, il y avait beaucoup de concurrence, beaucoup de choix. Ça a tout à fait changé la vie quotidienne en Chine, non seulement financier, mais ça a permis à ce que toute une économie, un écosystème des applis s'est évolué après. Et je me demandais comment est-ce que ça s'est fait. Il y a 4 protagonistes dans cette histoire. Il y a donc 3 qui ont aidé, et le 4e, on ne sait pas. Le premier, c'est Zhou Xiaochuan, qui est le bureaucrate en haut, réformateur, qui voyait la finance comme un métier IT, en fait, et qui pensait que la concurrence et l'innovation sera l'avenir du système financier de la Chine, pas les commandes de l'État.
Et puis après, les deux entrepreneurs surnommés Ma, pas de relation, Jack Ma et Ma Huatang, Pony Ma. Jack Ma est très, comment est-ce qu'on peut dire, l'opposé de Pony Ma. Pony Ma est un ingénieur qui ne dit presque jamais des choses controverses, alors que Jack Ma se plante parfois avec ses paroles, dont on va parler un peu après. Et puis à la fin, il y a Xi Jinping qui préfère en fait le contrôle d'État que la perturbation des entreprises privées qui veulent move fast and break things. Je vais dire juste quelques points sur ce que j'ai trouvé en faisant la recherche de ce livre. Le premier, c'est sans FinTech, on n'aura pas la puissance de l'e-commerce et toute l'économie Internet en Chine. C'est parce que c'est très difficile de développer l'économie digitale sans le paiement digital. Et ça n'existait pas. Ici, en bas, j'ai une citation de Pony Ma, le fondateur de Tencent, qui dit qu'à l'époque, dans les années 2000, les consommateurs n'avaient pas de carte bleue, il n'y avait pas de choix de payer en ligne, donc ils avaient besoin de faire la queue à la poste ou à la banque pour payer des services qui ne coûtaient pas beaucoup. Et donc, ils disaient, on a des bons services, mais on n'arrive pas facilement à les payer. Donc, les entrepreneurs chinois ont couru des grands risques pour inventer des systèmes de paiement, des choses qui existaient déjà aux États-Unis ou en France ou dans d'autres endroits. Donc, ils avaient besoin, c'était non seulement un choix, mais un besoin de créer des systèmes de paiement e-commerce. Et le rôle du gouvernement, c'est très différent de ce que les gens pensent. Si on pense sur la Chine, on pense au dirigisme, aux entreprises de l'État. Mais en fait, ici, le rôle du gouvernement était laissé faire. Le gouvernement a laissé à peu près en moyenne 7 ans entre l'introduction d'une innovation dans la finance et des règles. Donc, c'est beaucoup de temps pour expérimenter, à faire ce qu'on veut. Mais c'est une zone grise. Donc, Jack Ma, quand il invente Alipay, il a besoin de dire à son équipe, si quelqu'un doit aller au prison, c'est moi qui vais. Donc, c'était jamais sans risque. Et aussi, le capital pour financer cette innovation ne venait pas de l'État non plus. Ça venait de Goldman Sachs, SoftBank au Japon, Yahoo, d'autres entreprises étrangères. Pas de subventions de l'État. Et le protectionnisme a joué un rôle aussi très, très intéressant. C'est que dans les endroits qui étaient protégés par le gouvernement chinois, donc les cartes bancaires où il y avait un monopole de l'État qui s'appelle UnionPay, il n'y avait pas d'innovation. Mais dans les endroits où il y avait la menace de la concurrence étrangère, comme e-commerce et paiement digital, il y avait beaucoup d'innovation. Ça veut dire que ce n'était pas bien pour la Chine de protéger. Ça n'a pas aidé. Et puis en 2012, le moment le plus important du livre, c'est quand le parti invite aux entreprises de tech à perturber le monopole de l'État sur la finance. C'est parce qu'il y avait beaucoup de problèmes économiques pour la Chine en 2012. Ils voyaient que les systèmes financiers ne marchaient pas pour financer l'innovation dont il y avait besoin pour maintenir la croissance. Donc, le parti a donné des licences aux entreprises tech pour fournir des services bancaires et beaucoup d'autres. Et les banques détenues par l'État sont menacées pour la première fois de la concurrence, mais n'arrivent pas à le bloquer. Et ça, c'était le rôle de Zhou Xiaochuan, dont on a parlé avant, qui a protégé les entreprises privées face aux entreprises de l'État qui ne voulaient pas avoir de la concurrence. Mais après 2017, tu commences à changer. C'est en fait la politique chinoise typique. Quand il y a quelque chose de nouveau, on ne met pas de règles au début. Mais quand ça devient grand, quand il y a des scandales, par exemple, en bas, il y a des centaines de bus. C'est une image de centaines de bus qui sont là pour prendre des gens qui font des manifs, pas contre le changement de système de retraite, mais parce qu'ils avaient investi dans les fraudes en ligne qui devenaient des Ponzi schemes. Ils pensaient que le gouvernement avait aidé et ne faisait rien pour leur aider à trouver leur argent. Mais au lieu de leur aider, la Chine les a tous arrêtés. Et c'était aussi pourquoi le parti a décidé d'intervenir. C'est parce qu'il y avait un techlash global dont va parler, j'imagine, Roger aujourd'hui, et la préférence de Xi Jinping pour les entreprises de l'État menait à ce que ça réduisait le pouvoir des entrepreneurs à essayer de réduire
des règlements qui venaient d'après. La difficulté pour la Chine, c'est que c'est difficile de garder le dynamisme et ajouter beaucoup de régulations en même temps. Et ça, maintenant, c'est un grand thème aussi pour eux. Je pense que voyant le rôle de la FinTech et Covid montre comment ce système a beaucoup de pouvoir. Ça peut aider, mais aussi mener au péril. Le FinTech a aidé le succès de la réponse initiale de la Chine face au Covid. Ça veut dire qu'ils avaient fait un lockdown total du pays, mais comme ça, l'économie va s'écrouler. Donc, ils avaient besoin de décider qui peut sortir, qui n'est pas un risque. Et ils ont demandé à Alibaba, c'est une entreprise privée, pour créer ce système, pour dessiner l'algorithme qui va décider qui a le code vert, qui te permet d'aller faire vos courses, et qui a le code rouge, qui veut dire que votre porte est barrée, vous n'allez pas sortir même s'il y a un incendie. Très dangereux. Mais les gens qui n'ont pas ces applis, ces super applis, ils sont laissés derrière. Des gens vieux, par exemple, n'arrivaient pas à aller dans le bus parce qu'ils n'avaient pas l'appli et ils disaient tu as peut-être un risque de Covid. Donc, on voit comme il y a des désavantages de penser que tout le monde a certains applis. Ça devient aussi un outil parfait pour contrôler les gens. Dans ces applis, donc on avait besoin de scanner ce code QR n'importe où on va. Et il y avait une ligne dans le code de cette appli qui dit « Send info and location to police ». Donc, directement, on ne cache pas le fait que l'État sait exactement où vous êtes à chaque moment. Et aussi la combinaison de mettre le média social avec l'argent, même une question, c'est si votre argent et toutes vos affaires, votre vie sociale sont dans le même endroit. Si tu dis quelque chose qui est sensible pour le gouvernement chinois, ils vont décider de bloquer votre accès à l'application. Et comme ça, votre vie est presque finie. C'est presque impossible de vivre sans ces applis en Chine. Et même certains criminels perdent le droit d'utiliser ces applis. C'est au lieu d'aller aux prisons. Et quelques conclusions, c'est que le Cashless Revolution en Chine apporte l'innovation et la liberté aux gens, mais aussi des menaces, non seulement de la concentration des grandes entreprises de tech, mais aussi des dangers des libertés. Les États-Unis ont beaucoup d'avantages envers la Chine. On peut parler un peu de ça après, peut-être dans les Q&A. Mais les États-Unis risquent l'avenir si les États-Unis ne fait pas beaucoup d'innovation dans la finance. Et en fait, on n'a pas vu autant aux États-Unis qu'on a vu en Chine. Et je crois que d'autres pays vont trouver un moyen entre les systèmes très centralisés de la Chine et les systèmes trop décentralisés, à mon avis, de Web3, des crypto-monnaies qui, je crois, ne marcheront pas très bien pour toute une économie. Et la Chine est enfin le pionnier de FinTech, l'endroit où c'est le plus développé, et aussi où les règlements de la FinTech est le plus développé. Donc, il faut apprendre non seulement de ces victoires, mais aussi où ils n'ont pas bien fait, et essayer d'apprendre de ce qu'ils ont fait. Merci. Merci beaucoup. On a envie de savoir un peu ce que vous pensez du devenir de Jack Ma, parce qu'effectivement, si on lui a confié cette mission quand même de créer cet algorithme, et qu'en même temps, il a eu cette... Oh, pardon, oui, désolé. Oui, ça marche. Oui, on a envie de savoir un petit peu ce que vous pensez de l'avenir de Jack Ma, qui avait fait ce discours en octobre 2020, mais qui en même temps a quand même réussi, grâce à ce côté médiatique et ce côté innovateur avec Alibaba, à créer tout un système, Alipay, etc. On est quand même, alors bon, Roger va sans doute réagir là-dessus, mais j'aimerais bien avoir votre sentiment en tant que vous avez sans doute beaucoup fréquenté les gens d'Alibaba. Moi-même, j'ai visité le siège à Hangzhou. Bon, là, on a l'impression quand même que ça ne va pas très bien. C'est une bonne question. En fait, le discours que Jack Ma a fait en 2020, c'était juste avant le IPO de Ant Group, qui est la plus grande entreprise FinTech de la Chine. Et il a beaucoup critiqué le système de trop de règles
en Chine qui disait mettait l'innovation en péril et le devenir du système. Quelques jours après, le IPO a été annulé par le gouvernement et ça a à peu près déclenché tout l'orage de règles qui sont sorties après. Mais je vois ça pas comme, OK, on va essayer de réagir à Jack Ma. C'est que ce que Jack Ma a dit en attaquant, en critiquant l'État de façon ouverte, ça mettait en jeu la politique. La politique savait qu'en fait, Jack Ma pensait qu'il avait autant de pouvoir qui pense qu'il est libre à critiquer l'État comme ça. Et puis après, l'influence de Jack Ma et Pony Ma était beaucoup réduite et tous les le SAMR, le PBOC, des autres organes de réglementation en Chine étaient libres à faire ce qu'ils voulaient faire pendant des années. Mais pour son avenir, c'est très compliqué parce que en même temps, la Chine, ils étaient très importants pour le développement digital de la Chine, mais j'ai l'impression que l'État ne pense pas qu'ils sont assez, qu'ils aident assez. Ça veut dire qu'ils pensent que toute l'énergie de Alipay, c'est d'essayer de faciliter la livraison d'un latte dans 3 minutes au lieu de 2 minutes en mettant la pression sur les gens qui font la livraison. Ils ne sont pas en train de faire assez pour avancer dans les semiconducteurs, d'autres endroits de la tech où les États-Unis ont maintenant le leverage et peut menacer la Chine. On va en parler tout à l'heure des semi-conducteurs parce que je pense que c'est un sujet qu'on ne peut pas éviter. Donc, je me tourne vers Roger. Avec un Hollandais adopté dans la chambre. Oui. En plus, les Pays-Bas sont impliqués, de même que le Japon. Voilà, ça, c'est les dernières nouvelles concernant le... Et il est peut-être aussi bon de savoir qu'après avoir fini ce livre, Martin a commencé de travailler sur les contrôles d'export. Donc, Absolument. Donc, on va en parler. Mais revenons sur le sujet de la cashless economy, un titre que j'ai du mal à traduire en français d'ailleurs, mais qui concerne en gros les paiements. L'économie sans espèces. L'économie virtuelle, pas complètement virtuelle puisqu'on paye avec. Et donc, moi, ce que je voudrais comprendre, Roger, c'est comment est-ce que les 3 années de Covid ont permis finalement à l'État et au Parti communiste chinois de renforcer leur contrôle sur les gens en utilisant ce dont parlait Martine tout à l'heure, le QR code en particulier, qui semble être une spécificité quand même de la Chine par rapport à d'autres pays. Et où en est-on sur le plan politique, et notamment en ce moment, puisqu'il y a le Parlement chinois qui est en pleine session? C'est une question un peu complexe, dirais-je. Et une des grandes raisons, c'est personne d'entre nous n'est allé en Chine pendant les 3 dernières années, à cause de raisons que je crois qui sont claires pour tout le monde. Donc, on n'en sait pas trop, mais il faut pas le sous-estimer, mais il est aussi possible d'exagérer. Parce que ce qu'on fait régulièrement, c'est qu'on voit quelque chose qui se passe en Chine, que l'on combine avec une idée stéréotypique que faisait un idéal platonique d'un État totalitaire, qui ne tient pas toujours compte avec les réalités qu'une bureaucratie complexe que la Chine doit naviguer. Donc, ce qu'on voit, c'est vrai, il y avait les applis qui traçaient les gens. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? On est en train de démolir cette infrastructure. Donc, la plupart des applis étaient des applis locaux, mais il y avait aussi des applis nationales qui combinaient tous ces applis locaux pour permettre des gens de voyager d'une ville à une autre. Qu'est-ce qu'on voit? Au moins, ces applis nationaux sont en train d'être retirés. Donc, là, on a un État autoritaire
qui toutefois est en train de réduire ses capacités de traçage individuel. Et pour moi, ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que même le gouvernement chinois ne dispose pas des moyens illimités. Même le gouvernement chinois, en anglais, je dirais, they can do anything, but they cannot do everything. Donc, le gouvernement chinois peut faire n'importe, mais elle ne peut pas faire tout. Il me semble que le gouvernement chinois aussi doit faire un choix basé sur les coûts et les profits ou les intérêts ou des résultats qu'on peut obtenir, et que le gouvernement chinois a décidé qu'il y a des applis de contrôle qui simplement ne valent pas la peine. Donc ça, c'est très intéressant. Toujours, il faut dire qu'ils ont bien utilisé le pandémique pour accélérer des plans de contrôle qui étaient déjà en train de développement. Et peut-être un des exemplaires, où il y a deux exemples. Un, c'est l'universalisation de recognition faciale, les caméras de sécurité. Donc, au Pékin, Shanghai, Guangzhou, toutes les grandes villes chinoises, l'espace public est couvert 100% par des caméras de sécurité très sophistiquées avec l'intelligence artificielle, la recognition faciale. Donc, ça existe. Le deuxième, c'est le système de gestion en carreaux. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on divise une ville vraiment dans des carrés, des quartiers, avec un team spécialisé qui gère les affaires sociales dans leur petit quartier. Donc, c'est une façon de contrôle qui intègre des modes en ligne et offline pour d'un côté, éviter les protestes ou toute action qui peut avoir des conséquences déstabilisantes, mais du même moment aussi de délivrer les systèmes sociaux. Comme le gouvernement chinois sait, on peut gérer les protestes, mais il est toujours mieux que la plupart de la population ne veut pas protester. C'est-à-dire que les comités de quartier, les grands-mères derrière leur rideau qui surveillent les gens, maintenant, sont également en ligne. C'est ça que tu veux dire? Oui, et ce ne sont plus les grands-mères. Très souvent, ce sont des jeunes qui font comme travail volontaire. Comme ça, ils peuvent... c'est plus facile d'obtenir des opportunités d'éducation ou de bons emplois. Je vais peut-être donner la parole à Arbia, puis on reviendra sur tous ces sujets. Donc moi oui, il faut appuyer assez longtemps. Normalement, ça marche. Ce qui m'intéresserait, c'est je ne sais pas ce que ça vous inspire, ce débat en Chine. Très intéressant, parce que moi aussi, j'ai visité la Chine et j'étais, comme plein de monde, très, très, très surprise et choquée de WeChat. C'était un grand traumatisme pour moi, en me disant, mais comment, en fait, un truc comme ça existe à la fois et n'existe pas, en fait, en Europe. Ni aux États-Unis, parce que ni nulle WhatsApp part, n'est pas du tout équivalent. Et très vite, en fait, je sais pas, en tant que touriste là-bas, je voyais énormément, en tout cas, les avantages d'un outil comme WeChat. Et de l'autre côté, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais heureusement qu'on n'a pas un truc comme ça. Surtout que moi, je suis entrepreneuse, on lance des fintechs, etc. Et que le sujet de la privacy est un sujet très, 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 très important. Et que si on ne le prend pas sérieusement depuis le départ, on serait vraiment en grand problème en fait demain. Après, moi, avec ma boîte aujourd'hui, on est complètement dans la cashless économie. Parce que pour moi, l'économie commence par le salaire, par les revenus des gens. Et donc, si on doit changer complètement le comportement de toute une population, ça commence d'abord par leurs revenus, c'est la source de l'argent. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, en tout cas, le salaire est perçu
par plein de manières, mais surtout aussi encore en cash, au black, etc. Je m'adresse surtout au col bleu, donc c'est 85% de la population, c'est les gens dans les secteurs, j'appelle ça les salaires en fait de première ligne, les salariés de première ligne, les frontline workers ou les blue collar comme on veut, c'est la restauration, l'hôtellerie, la grande distribution, la santé, tu vois, c'est les infirmières, c'est les éboueurs dans la rue, c'est les caissiers dans les supermarchés. C'est ça qui construit en fait la population. Et donc, si on doit changer leur comportement pour rendre ça cashless, plus sécure, et les rendre de plus en plus en fait digitalisés, ça commence par le salaire. Et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Comment ça fonctionne alors concrètement? Tout à fait. Donc Rosalie, c'est une fintech, HR Tech à impact social qui permet en fait de donner libre accès à votre salaire quand vous le souhaitez. Donc en tant que salarié, il n'y a plus besoin d'attendre en fait le 30 du mois pour avoir son salaire. Je peux y accéder à tout moment, tous les jours, même de mon propre canapé, le soir ou le week-end. Encore une fois, je parle du salaire gagné. Donc le 3 du mois, j'ai normalement le droit d'avoir mes 3 jours de travail. Pourquoi j'attendrai le 30 du mois pour avoir en fait l'équivalent de ces jours de travail? C'est comme si je suis en train de faire un crédit à tout gratuit à mon employeur ou mon entreprise pendant 30 jours. Et en même temps, je suis en train de payer des agios aux banques pour payer des imprévus dans le mois que je vais justement rembourser par mon salaire qui va arriver à la fin du mois. Donc, c'est carrément aberrant. C'est pas logique. Et donc, nous, ce qu'on permet simplement, c'est permettre cette flexibilité d'accès au salaire pour la première fois en Europe, sans changer ou sans toucher au process actuel des entreprises. Parce que malheureusement, en Europe, on est encore basé à 90% sur le salaire mensuel. Ce qui n'est plus le cas de plein de pays développés aujourd'hui, comme les États-Unis, l'Angleterre. Je ne sais pas du tout comment ça se passe en Chine. Est-ce que les gens sont payés en fait au mois ou pas? Et c'est fait justement pour aller dans le sens de la trésorerie et le BFR des entreprises, parce qu'ils ne peuvent pas gérer justement un salaire tous les jours, là où ils galèrent déjà en majorité à faire la paye à la fin du mois. Vous entendez certainement de toutes les galères de toutes les entreprises et même le gouvernement pour faire en fait les payes de manière juste. Donc, on vend ça plutôt aux entreprises comme un bénéfice salarial. Donc, c'est pour améliorer le bien-être financier de leurs salariés et répondre aussi à une obligation légale, parce qu'il faut savoir que la compte sur salaire est une obligation légale. C'est-à-dire que beaucoup de gouvernements en Europe, ils se sont dit, c'est pas normal, c'est vrai, qu'un salarié doive attendre à chaque fois un mois entier pour avoir son salaire et recourir en fait aux banques derrière et s'endetter. On va imposer en fait aux entreprises d'accepter des demandes d'acompte pendant le mois. Sauf que, à part simplement apporter un article de loi, il n'a jamais rien fait pour pousser ça en fait dans les entreprises. Et donc les entreprises aujourd'hui, ils ont des process archaïques, très manuels, très longs, très gênants, et en plus ils ont vachement tendance à cacher complètement ce droit-là au lieu de le communiquer. Et donc nous on le transforme ça comme une solution gagnante-gagnante autant pour l'entreprise que pour le salarié, pour justement que l'entreprise ait envie justement de le proclamer haut et fort et l'utiliser comme un outil carrément de recrutement, d'attractivité, pour améliorer sa marque employeur, pour recruter mieux, pour engager ses salariés, baisser son turnover, son absentéisme qui a des coûts très importants pour elle. Et donc l'idée justement c'est d'aller chercher l'argent de la source, c'est-à-dire du compte bancaire de l'employeur, avant qu'il arrive en fait dans le compte bancaire des salariés. C'est toute l'innovation en fait qu'on fait par rapport à une néobanque normale aujourd'hui, qui justement propose certainement une expérience utilisateur très intéressante, mais qui reste encore très élitiste, je trouve, donc qui ne parle pas forcément à des cols bleus, et qui galère jusqu'à maintenant en fait à pousser les gens à l'utiliser comme leur compte bancaire principal. Donc ça reste simplement un compte bancaire secondaire pour un usage en fait spécifique. Et donc nous, on coupe justement toute cette intermédiation-là et on va chercher ce revenu-là et on va donner libre accès en fait à du cash instantané et gratuit pendant le mois pour répondre en fait à tes imprévus, et clairement donc derrière créer toutes sortes de produits financiers. Donc on tend à devenir une super app et peut-être demain une banque justement où on va du coup vous envoyer l'argent plutôt sur un compte bancaire Rosalie, une carte bancaire Rosalie, avoir derrière des produits financiers jusqu'au crédit, etc., qui soient beaucoup moins chers ou plus intéressants, plus rapides. Et donc, c'est ça l'intérêt justement de la cashless, c'est enlever l'intermédiation et justement offrir des produits beaucoup plus faciles, plus rapides aux gens et surtout à des prix beaucoup moins chers. Ça me fait penser un peu aux retraites, ça.
Les retraites, c'est pareil, on paye d'avance. C'est le next step. Clairement, on est en train de parler avec la caisse de retraite. Ça peut être demain aussi le Pôle emploi, etc. Pour tout ce qui est justement recevoir le chômage qui dure très longtemps, la retraite qui parfois arrive vachement en retard, etc. Et enlever cette intermédiation qui est toujours administrative, très lourde. Pour justement la raccourcir. Et je pense que c'est ce que font la majorité maintenant des startups chinoises. Elles essayent justement à fond de couper ces intermédiaires. C'est ce que font la majorité même des fintechs aux États-Unis ou ailleurs. Et c'est comme ça, du coup, qu'on transforme l'économie. Avec quand même le problème du contrôle politique qui est très important en Chine et alors, c'est marrant de dire ça. Si je dois être la répondante, en tout cas, sur la France par rapport à ça, je suis désolée, mais je ne dessine pas non plus une image trop positive de la France. C'est clair qu'on n'a pas cette politique de laisser aller qui est chinoise. J'aurais bien aimé, honnêtement, parce que moi, j'estime que laisser aller des innovations, c'est ce qui permet justement de voir épanouir et voir en fait des gens innover, venir en fait mettre en place tellement de réglementations trop importantes ou trop strictes, malheureusement coupe en fait l'entrée à énormément de gens, à énormément d'entrepreneurs qui pouvaient justement sortir des solutions intéressantes, créer des barrières à l'entrée très très fortes. D'ailleurs, la France, on n'a pas vraiment une super image pour en tout cas les entrepreneurs fintech. Franchement, je pense que c'est le pays le plus difficile en termes de réglementation par rapport à plein d'autres pays européens, sans même comparer avec d'autres pays. Donc, il y a plein d'entrepreneurs qui préfèrent aller chercher leur agrément, leur licence à Malte, en Estonie, etc. Et essayer de faire un passporting en France, tellement c'est dur. Donc, ça, c'est le côté, en fait, pour moi, négatif. Et après, c'est vrai que le côté positif, c'est que si tu réussis justement ces premiers jalons, qui peuvent prendre malheureusement des années, ce n'est pas des jalons de quelques mois, parce que trouver ou justement avoir sa licence en tant que solution de paiement ou sa licence en tant qu'établissement bancaire, enfin, ça, on n'en parle pas, qui peut déjà te tuer avant même de commencer ton innovation, ce qui était le cas de énormément de startups. Après, si tu arrives justement à passer cette étape-là, tu as créé aussi une barrière à l'entrée de dingue, un asset en fait fort qui valorise ta boîte énormément. Donc en fait, ça fait un tri très très fort, clairement, de fintech là-dessus. Donc ça, c'est un côté, certes, je sais pas si je me mets en fait à la place du gouvernement, qu'est-ce que j'aurais fait. Je n'ai pas franchement de réponse par rapport à ça. Moi, juste, je donne ma perception de la chose en tant qu'entrepreneur fintech, où ça nous prend en fait des mois, des années pour avoir une licence pour pouvoir exercer. Pareil, pour aller voir la CPR, l'AMF, qui, oui, en fait, commence à devenir beaucoup plus cool, disons, souple, à laisser passer des innovations parce que, justement, un entrepreneur fintech, enfin, nous, par exemple, Rosalie, c'est la première à apporter un modèle américain en Europe. Donc, on était obligé d'adapter ce modèle-là ici. Et puisque le legal framework est très différent ici, on était obligé de complètement disrupter ça. Et quand il n'y a pas, justement, une ligne, un article de loi clair sur ça. Donc, en fait, on joue sur un flou, clairement, ce qui est le cas de plein d'innovations. Donc, c'est là où, justement, soit tu continues, justement, mais avec une guillotine au-dessus de ta tête, que la CPR ou la MF, un jour, t'envoie une lettre qui te demande, justement, d'arrêter, en fait, ton service. Il n'y a pas en fait une sorte de guichet, en quelque sorte, de consultation qui te permet au gouvernement, en tant qu'entrepreneur, de dire voilà, j'ai en fait un modèle nouveau. Je veux en fait créer un business model qui apporterait ça et ça comme positif en fait pour la population ou pour les gens. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour être justement tranquille et pour créer quelque chose de pérenne dans l'avenir et qui est complètement légal et qui ne va pas tous les jours en fait être menacé par une lettre qui peut tomber, qui aussi d'ailleurs découragerait énormément des investisseurs ou des fonds d'investissement étrangers de venir investir dans des fintechs françaises justement à cause de cette menace ou ce risque-là. Roger, tu avais un point ? Oui, juste un petit point. Vos commentaires me font penser. Il y a un grand choix stratégique qu'a fait le gouvernement chinois il y a quelques années qui contextualise toute notre discussion
et que je crois qu'il est bon de le mettre en de l'expliquer, de le mettre en explicite, et c'est que dès le 19e congrès de la Partie communiste chinoise, ils ont décidé d'arrêter leur seul focus sur croissance économique exprimée en PIB. Donc déjà, dès l'année 2008, le gouvernement chinois a vu avec la crise financière américaine que le capitalisme financialisé, comme pratiqué aux États-Unis et aussi beaucoup de pays européens, ne délivre que l'instabilité. Et quand on est le Parti communiste chinois, instabilité, c'est l'ennemi public numéro un. Donc, ils ont cherché un nouveau modèle économique et avec le 19e congrès de parti, ils ont fait un grand pas en avant en disant que nous voulons un modèle de développement économique de haute qualité. Ce qui entraîne que là où nous disons que chaque unité de PIB est créée égale, n'importe si c'est un euro de PIB créé par produire des produits physiques ou délivrer des services ou spéculation Bitcoin, n'importe, c'est tout du PIB. Ce que dit le gouvernement chinois, c'est non. Des unités de PIB diffèrent dans la qualité qu'ils emportent pour notre économie globale. Donc, ce que vous venez de décrire, le gouvernement chinois l'aimait beaucoup parce qu'on utilise le fintech pour graisser les roues, pour diminuer l'absentéisme des employés, pour grandir ou améliorer le bien-être financier et psychologique des employés. Pour le gouvernement chinois, c'est fantastique parce qu'ils veulent, c'est que l'économie digitale, le fintech et le secteur financier n'est pas un locus d'accumulation de capital soi-même. Le secteur financier ne sert qu'à soutenir l'économie réelle, une sorte de modèle allemand pour le 21e siècle. Donc, le fintech, quand ça aide l'économie réelle, c'est brillant. Et ça, c'était vraiment le problème de Ant Group. Ils ont voulu devenir une sorte de wealth manager ou asset manager ou faire des... devenir une banque de crédit quand même. Et là, le gouvernement chinois a dit non. Parce que ça a une influence sur le taux de la monnaie dans l'économie, ça prend des risques. Donc là, ce n'est pas juste une chose de moins de contrôle en avant, plus de contrôle maintenant, mais aussi d'identifier et catégoriser les différents impacts du développement de FinTech sur le reste de l'économie et choisir et soutenir ces activités qui supportent cet agenda de développement de haute qualité et de bloquer tout ce qui pourrait résulter en instabilité. C'est pour ça aussi que Bitcoin et tous les crypto-valutas en Chine, c'est complètement interdit, complètement. Martine, pourquoi est-ce que ça ne marche pas, l'offre chinoise alors, il y a Alipay dans Galeries Lafayette quand il y a des touristes chinois, mais il n'y en a pas depuis 3 ans. WeChat, ça ne marche pas. Enfin, ça marche pour les résidents chinois ou les gens qui travaillent avec la Chine et qui ont besoin de commercer avec la Chine. Mais sinon, on ne peut pas dire que ça soit une réussite en dehors de Chine. Alors peut-être dans certains pays de ce qu'on appelle le Global South, où la Chine est le seul acteur. Enfin, clairement, par exemple en Europe, on utilise les applications américaines. Donc, pourquoi est-ce que les Chinois, je crois que vous en parlez dans votre livre, n'ont pas vraiment réussi à percer? C'est une très bonne question. Et la réussite des deux entreprises tech dans la Chine, dans la fintech après,
était basé sur un grand succès déjà dans un autre domaine. Ça veut dire qu'avec Tencent, ils avaient déjà le réseau social de la Chine, des centaines de millions d'utilisateurs de leur appli. Et puis après, ils ont utilisé ça pour ajouter le paiement. Et après le paiement, tu as un système pour bouger l'argent et garder l'argent dans le système. On peut ajouter d'autres choses. Donc, il y avait déjà une base assez forte. Et pour Alibaba, c'était le e-commerce qu'ils avaient comme base. Et après, on ajoute d'autres choses. Mais quand ils viennent à l'étranger, ils n'ont pas ces avantages. Ils n'ont rien. Ils commencent à rien. Ils essaient de bâtir tout un grand système sans base. Et c'était très difficile pour eux. Ils ont essayé surtout en Inde. WeChat a essayé en Inde et a échoué parce qu'ils avaient du mal à s'adapter aux différents systèmes financiers et sociaux dans d'autres pays. C'est parce qu'ils étaient trop adaptés au système chinois, qui en fait, c'est une très bonne question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de WeChat ici, même si ce n'est pas WeChat Tencent en soi-même, mais un WeChat, à mon avis, c'est parce que tout en Chine était si pourri à l'époque, tous les services étaient si pourris que WeChat a pu intervenir et créer des choses qui étaient tellement mieux que ce qui existait, que la voie était ouverte pour eux. Alors qu'ici, c'était beaucoup plus difficile pour, par exemple, Visa ou Google ou Facebook de trouver comment améliorer les services financiers, et ça a empêché. Et puis, il faut ajouter aussi la géopolitique. Ça veut dire qu'une entreprise américaine, ce n'est pas toujours le bienvenu en Europe, mais il y a toujours des soucis. Si une entreprise de la Chine a des données, un super appli, ça a toutes les données de votre vie. Où vous êtes, ce que vous payez, si vous prenez un Uber pour aller voir votre maîtresse, ils savent tout. Donc, c'est très sensible, ces choses-là. Et normalement, même dans le Global South, en Indonésie, par exemple, on a permis WeChat et Alipay de servir des touristes, mais pas des Indonésiens. On disait, c'est trop sensible, on sait que vous aurez des données des touristes, c'est pas grave pour nous, mais vous n'allez pas avoir des données. Et aussi aux États-Unis, Ant Group a essayé d'acheter MoneyGram, qui est une des grandes entreprises de paiement, utilisée aussi par les gens dans le militaire des États-Unis. Et les États-Unis ont dit non, ça menace notre sécurité nationale. Et cette géopolitique fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile pour eux en achetant. Et par contre, on a TikTok. Oui, TikTok, c'est l'exception. Quand je commençais à écrire le livre, TikTok était la seule exception. Enfin, les entreprises chinoises vendent beaucoup de choses par tout le monde, mais il n'y a pas de marque qu'on pense. Il y a aussi Huawei, Oppo, Vivo, on vend des choses, mais pas des services. Mais après TikTok, il y avait maintenant Shine et Temu maintenant qui sont devenus des applis les plus downloadées des États-Unis. Je crois que les trois sont sur les top 5 applis aux États-Unis. On voit donc que les entreprises chinoises sont de plus en plus capables de créer quelque chose pour le monde. Et TikTok surtout, ça s'adapte à chaque marché. Et c'est beaucoup moins réglé. Par exemple, aux États-Unis, on n'a pas vraiment de règles. Il n'y a pas de GDPR aux États-Unis. Il n'y a pas de règles sur les données. Seulement, dans la finance, c'est très réglé. Mais pour les médias sociaux, il n'y a pas de règles du tout. Donc, les États-Unis, ils veulent bloquer TikTok, mais ils n'arrivent pas. Ils ont essayé et un cours a dit que c'est contre notre premier amendement de la Constitution. Et aussi, c'est pas populaire. Alors, les gens détestent TikTok. Ils pensent que les Chinois écoutent tout ce que notre teenagers sont en train de faire. Mais qui, en politique, veut menacer les teenagers à faire partir leur appli préférée de leur vie? On est en pleine contradiction, en fait. Ouais. Roger? Il y a de la recherche en Amérique dans le cohort, je crois que 16 ans jusqu'à 30 ans, s'il devrait faire le choix entre perdre TikTok pour le reste de sa vie ou perdre tous les autres services médias, Netflix, HBO, Apple TV, Amazon Prime, tout en combinaison, il choisit toujours pour retenir TikTok et perdre tout l'autre. Donc, TikTok en soi-même est plus populaire dans ce cohort
que tous les autres services combinés. Et aussi, ce qu'on voit, c'est que TikTok est en train de battre tous les autres médias sociaux à leur propre jeu, d'obtenir des revenus basés sur l'avertissement. Twitter, Facebook, tous les autres services sont en train de vraiment exsanguiner et tout cet argent est déplacé vers TikTok. Et Arbia, vous pensez qu'il y a de la place en France pour une sorte de WeChat français ou non? Ça vous semble... Moi, je ne pense absolument pas, parce que c'était quelque chose que j'aurais rêvé de pas faire. trop tard. Je l'ai étudié dans tous les sens et en fait, il y a un avantage de malade en Chine. C'est vraiment une plateforme quand même agréée par le gouvernement parce que construire une super app, avoir la permission et l'accord de toutes les banques européennes, disons juste les banques françaises, entre elles, en fait, juste à s'accorder, à se mettre sur une seule plateforme, expliquer et imposer derrière à des, je sais pas, organismes comme des EDF, Orange, etc., aussi de se faire payer en fait leurs factures automatiquement via une seule plateforme. Enfin, ça nécessite vraiment de mettre énormément de planètes qui doivent s'aligner ensemble, qui déjà aujourd'hui ne s'alignent même pas à deux, l'une avec l'autre. Ça me paraît impossible. Et donc, il y a un vrai avantage de dingue qui a été fait par le gouvernement chinois d'avoir imposé justement ça aux banques, aux organismes publics, aux organismes privés, etc., pour que en fait, tout le monde se mette sur une seule plateforme. Moi, je vois ça. Impossible. Mais par contre, que ça se fasse ici, quand on dit on ne fait pas de découplage avec l'économie chinoise, ça veut dire que l'Europe va continuer à acheter et à vendre à la Chine et qu'il y a tout un tas de gens qui sont obligés de passer par WeChat. Donc WeChat est présent mondialement. WeChat est un acteur mondial. On ne peut pas dire que c'est pas comme Baidu ou certains autres médias sociaux qui ne sortent pas de Chine. Baidu qui est un moteur de recherche qu'on utilise assez peu en dehors de Chine. WeChat est devenu quand même international. Martine, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est international. Si on veut faire le business en Chine, il faut l'avoir, mais et aussi c'est accepté dans des dizaines de pays, mais c'est pas utilisé dans d'autres pays. Mais je dirais quelque chose sur les relations avec les gouvernements, parce que ça c'est très important. C'est les banques, des utilités comme EDF, mais en France, ont vu que en fait avec ça vient la concurrence. Avant, il y avait que UnionPay. Pour les banques, par exemple. Et c'était détenu par les banques de l'État. Mais puis, il y avait Alipay qui est là et ils disent, OK, enfin, il y a quelqu'un que je peux choisir. Alors que, par exemple, ici, les banques peuvent choisir, est-ce que je fais Visa ou je fais Mastercard? J'ai deux choix, il y a la concurrence. Ça va m'aider à négocier. Et est-ce que les entreprises, pourquoi on a la FinTech en Chine? Ce n'est pas parce que le gouvernement a demandé. C'est parce que les deux concurrents étaient dans une course aux armes où ils voyaient, OK, moi, je suis le gagnant en social media, toi, tu es le gagnant en e-commerce, mais il y a tout un autre plan de services où ce n'est pas clair si Tencent ou Alibaba va gagner. Et ils ont donné des énormes subventions, par exemple pour les taxis, pour que les gens essaient quelque chose de nouveau. Et puis, en agrégant toutes ces centaines de millions d'utilisateurs, c'était impossible de ne pas se trouver sur cette plateforme. Et ce qui s'est passé après quelques années, c'est que les banques avaient vraiment peur d'être remplacées parce qu'ils devenaient ce qu'on appelait en anglais des dumb pipes, où vous êtes des banques, mais quand je reçois mon salaire en Chine, je le mets immédiatement dans le fonds monétaire de Jack Ma à Yuobao. Ça ne reste pas dans ma banque. Et puis, quand je paye, c'est pas l'appli de ma banque, c'est pas la carte. En fait, la carte de ma banque reste dans mon portable, mais c'est Alipay. Donc, toute ma relation client, c'est l'intermédiaire, c'est Alipay. Et ça devient le grand monopole. Et ils avaient peur, et puis l'État chinois avait peur qu'en fait, les entreprises privées remplacent et deviennent une sorte d'utilité publique de tout l'Internet et pas juste une sorte de service. Et ils ont essayé maintenant, ils essaient de déconstruire et séparer des parties de ces super applis pour qu'ils ne deviennent pas trop puissants envers l'État. Donc pour moi, c'est très intéressant de voir comment en Chine, la concurrence
était la force la plus importante en nous menant où on se trouve avec ça. Mais l'avenir n'est pas clair parce que maintenant que ça existe, l'État essaie de le contrôler et de s'approprier ses fonctions et les contrôler. C'est le système chinois, avec peu de concurrence étrangère, puisque vous dites Mastercard et Visa n'ont jamais pu pénétrer en Chine, le système chinois permet de faire évoluer des structures comme ça qui sont plus ou moins privées, enfin plutôt privées quand même. L'affaire d'Alibaba, c'est quand même une entreprise privée au départ. Et finalement, reprend le contrôle petit à petit parce que donc, ils ont laissé les sans-fleurs technologiques éclore, et puis maintenant, il les recontrôle. Est-ce qu'on a encore un mot là-dessus ou on passe aux semi-conducteurs? Juste pour dire qu'en 92, je suis belge, je dis 90, en 92, le gouvernement chinois a effectivement divisé l'économie en deux parties. Il y avait le parti stratégique, les secteurs stratégiques, les terres hautes commandantes, comme on dit, the commanding heights. Donc, la territoire stratégique en haut de la montagne. Donc, c'était les banques, les compagnies d'énergie, les compagnies d'infrastructure, les fabricants d'automobiles. Et ça devrait être, et ces secteurs, les compagnies devraient être les compagnies de l'État. Et le reste de l'économie, donc fabrication des produits consommateurs, des services orientés consommateurs, fabrication de produits pour l'export, ça pourrait être complètement privé. Le problème, c'est que les compagnies Internet, les compagnies FinTech, en 92, n'étaient pas là. Donc, ce qui s'est passé sur le plan politique, c'est qu'il y avait des compagnies qui sont commencées très petits, avec très peu d'utilisateurs, qui sont très rapidement, ça a surpris le gouvernement, cette évolution très rapide. Maintenant, le gouvernement doit faire face au fait que ces compagnies sont devenues stratégiques, ne sont pas contrôlées par l'État de l'ancien façon SOI. Donc, il doit chercher quand même une manière d'assurer que ces compagnies suivent le grand plan, le Taju en chinois. Et comment faire ça? On est en train de voir comment ça se déroule. On passe aux États-Unis qui restreignent les exportations de semi-conducteurs, les fameuses chips, vers la Chine. Il y a le livre de Chris Miller, dont on parle beaucoup, qui est sur ce sujet, qui est assez agréable à lire. Roger disait tout à l'heure qu'il habitait aux Pays-Bas. Les Pays-Bas et le Japon, on a l'impression, suivent un peu le mouvement de cette politique américaine qui vise à restreindre l'exportation de semi-conducteurs. Et en plus, il y a la question de Taïwan qui se... Comment est-ce que vous voyez les choses, Martine? Est-ce que vous pensez que vous qui venez de Washington, est-ce que vous pensez que c'est pas tenable, ce système d'empêcher les gens d'exporter vers la Chine? Est-ce que la politique va continuer à dominer? C'est très difficile pour les États-Unis maintenant de contrôler les technologies parce qu'on voit qu'on a commencé à créer cet outil pour contrôler les exports, l'exportation de la technologie. Les États-Unis étaient la tête de presque toutes les technologies. C'était dans les années 50, 60, mais maintenant, non seulement les entreprises américaines ne sont pas des monopoles pour la technologie, mais aussi ces entreprises ont beaucoup de production et la recherche partout dans le monde. Donc, c'est très difficile pour les États-Unis d'essayer de contrôler. Et ce qu'ils ont vu en essayant de faire ça avec Huawei, par exemple, ils ont mis sur une liste où on ne peut pas exporter des chips fabriqués aux États-Unis. On a appris qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de chips qui sont fabriqués aux États-Unis et que c'était relativement facile, même pour les entreprises américaines, d'exporter vers Huawei. Donc, ils ont besoin de prendre de plus en plus des outils, des armes de plus en plus puissants
pour essayer de l'empêcher dans le FDPR qui dit en fait que même si quelque chose est fabriqué à Taïwan sans aucun contenu américain, si le software qui crée ça et si la machine qui a créé ce semi-conducteur est américain, on va le contrôler. On peut contredire que ce soit restreindre que c'est exporté vers Huawei. Le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'autres pays qui étaient d'accord avec les États-Unis que Huawei était une si grande menace. Maintenant, c'est encore plus difficile pour les États-Unis de dire aux concurrents, en fait, parce que dans les 5 entreprises qui sont à la tête de le Semiconductor Manufacturing Equipment, des machines qui fabriquent des chips, 3 des 5 sont américains. Il y a un qui est ASML, qui est aux Pays-Bas, et l'autre, c'est Tokyo Electron, qui est au Japon, et ils sont en concurrence. Donc, si les États-Unis restreignent leurs exportations, des autres entreprises voient une très bonne voie pour apporter beaucoup d'argent, pour gagner le market share. Et pour les États-Unis, il faut convaincre d'autres gouvernements que la menace de la Chine est assez grande pour jouer avec nous, alors qu'ils pouvaient gagner beaucoup plus d'argent en faisant le contraire. Ce qui est aussi intéressant dans ça, c'est que les chips dont on a besoin, par exemple pour la Russe, dans les tanks, sont pas des choses très, très, très avancées qu'on essaie de contrôler pour la Chine. Ce sont des choses qui venaient des années, des décennies, enfin, 20 ans avant. C'était facile à créer. Donc, ils prennent parfois des chips, des frigos pour mettre dans leur tank parce que c'est pas le plus avancé. Tout ça, c'est très, très compliqué d'expliquer à la fois. Mais je vais dire que les gouvernements au Japon et aux Pays-Bas ne sont pas tout à fait convaincus de la menace de la Chine, que ça vaut la peine d'essayer de contrôler. Et je crois qu'ils ont un peu raison d'hésiter sur des faits. Quelqu'un basé aux Pays-Bas, même si les Belges, bon, c'est pas loin. Et les Belges et les Français et les Hollandais, ils pensent tous la même chose des Belges, donc. Du bien. Mais ici, il y a des questions technologiques, il y a aussi naturellement des questions politiques et des questions économiques. Sur le plan économique, politico-économique, ce qu'on voit, c'est que dans les années 90-2000, l'ère de la globalisation, on a vu que le principe qui organise l'industrie technologique des semi-conducteurs, c'est simplement efficacité économique. Donc, les activités seront déplacées là où ils peuvent être complétés dans la façon le plus économique que possible. Maintenant, on est arrivé à la conclusion que ça a généré des vulnérabilités qu'on ne veut pas avoir. Et c'est logique parce que efficacité, comment obtient-on l'efficacité? C'est en éliminant la redondance ou d'un peu d'espace libre dans le système. Donc, dès qu'une crise arrive, dans un secteur sur-efficace, les conséquences sont immédiates. Le problème, c'est que il y a des conséquences littéralement non imaginables. Et qu'est-ce que je veux dire avec ça? Que va faire la Chine? Le problème, c'est que Washington et aussi des capitaux européens, ils ont une méthode de réagir, contre-agir la Chine qui est très réflexif, mais pas très stratégique. Quand on demande à Bruxelles, à La Haye, à Washington, tous ces capitaux, qu'est-ce qui est la stratégie, qu'est-ce qui est le plan, où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on veut arriver en 5 ans, 10 ans. Et une des grandes questions, c'est alors que pour Pékin, que serait l'intérêt de se comporter
avec les règles internationales. Parce que de moins en moins, Pékin a des intérêts de faire ce que nous voulons. Et les sanctions dans le secteur semi-conducteur risquent risque de prouver comme vrai ce que les comment on dit hawk, the warmongers, les gens la côté de la partie communiste chinoise un peu plus agressive, ils ont toujours dit l'Amérique l'Ouest ne va jamais accepter notre émergence comme pouvoir global et surtout pas si on reste communiste, si on ne change pas de régime. Et chaque fois que quelque chose comme ça arrive, ces voies extrêmes en Pékin sont prouvées correctes dans le système. Donc, c'est un grand risque politique. Mais il y a aussi un aspect transatlantique là-bas. Et c'est simplement, après 2019, disons qu'en Europe, on n'est pas trop convaincu de la qualité des chefs d'État américains. Et même si maintenant on a Biden, personne ne peut nous garantir qu'en 2 ans, ce n'est pas de nouveau Trump ou peut-être pire, un acolyte de Trump ou un acolyte similaire qui est compétent. Parce que Trump, hein, au moins, il était incompétent. Ça nous a aidés. Donc, en Europe, maintenant, si on dit autonomie stratégique, ce n'est pas juste envers la Chine, c'est aussi envers l'Amérique. Et ce qu'on voit du côté américain, aussi avec la guerre en Ukraine, où, soyons honnêtes, l'invasion illégale et les crimes de guerre de la part de Russie, en Europe, il y a des voix qui disent que c'est l'Amérique qui en profite. Parce que nous achetons leur gaz avec les prix surélevés, mais aussi leur législation pour la réduction de l'inflation, c'est de la politique industrielle avec le but ou qui aura comme résultat que nous en Europe, on n'aura plus d'accès au marché américain et même au marché international parce que Washington empêchera nos compagnies avancées de continuer de se développer. Donc, c'est un réseau d'intérêts très compliqué, politique, économie, technologique, et on a juste commencé à voir ce qui passe quand, pour la première fois dès la fin de la guerre froide, on n'est plus en train de gérer l'intégration économique, on doit maintenant gérer la désintégration économique. Et pour nous tous, dans nos chambres, nous n'avons aucune expérience ou aucune expertise dans ce sens-là. Je crois que c'est Volkswagen ou BMW qui a décidé d'investir aux États-Unis pour essayer de suivre le Inflation Reduction Act. Right? Qu'est-ce qu'on en pense à Washington? Est-ce que Biden a vraiment a été malin avec l'imposition de ces règles sur les semi-conducteurs, ou est-ce que c'est une controverse? Bon, Washington étant quand même très critique de tout ce qui concerne tout ce qui se passe en Chine, mais en même temps, on veut continuer. Enfin, il y a certaines personnes qui veulent continuer à travailler avec la Chine, donc. On est un peu divisé sur si c'est une bonne idée. Par exemple, il y a quelques experts qui pensent qu'en fait, ça va mener à ce que la Chine développe son propre système et n'aura à l'avenir plus besoin de nous. Et donc, on va perdre tout le leverage qu'on a maintenant. Mais en général, c'est non seulement les républicains ou les démocrates, tous les deux ensemble sont d'accord que la Chine n'est pas terrible et qu'on va faire plus en plus de contrôle.
Et ça veut dire qu'ils disent, OK, bien, vous avez fait ça avec Semiconductor, qu'est-ce qui va venir après? Et ce qui est difficile, c'est ce que j'ai dit, il y a relativement peu de technologies où les États-Unis est le monopole. Et donc, le risque, c'est que, en fait, vous aurez des contrôles qui sont pas du tout, qui n'ont pas d'effet, enfin, qui n'a pas d'effet sur la capacité de la Chine d'obtenir une technologie, mais réduisent les revenus des entreprises américaines parce que les entreprises en Asie ou en Europe peuvent intervenir et vendre la même chose à la Chine. Et à la fin, c'est nos entreprises aux États-Unis qui vont perdre de l'argent. Mais si on dit ça, on a vu comme des gens, des lobbyistes, des entreprises qui ne pensent pas trop aux droits humains et tout ça. C'est difficile de faire l'argument au contraire en disant, parce que, comme Roger a dit, c'est l'économie et les arguments économiques ont moins de valeur à Washington maintenant qu'avant. C'est plutôt c'est stratégique, c'est des valeurs, c'est une compétition de valeurs, non seulement des systèmes économiques. Et pour un économiste, c'est un peu dur. On va peut-être prendre des questions dans la salle, ou alors peut-être en ligne, je ne sais pas. Maximilien, peut-être? Oui, une question en fait pour nos spécialistes de la Chine. En fait, est-ce qu'on pourrait imaginer une solution type Rosalie en Chine qui nationalise, on va dire, le paiement des salaires et qui en fait permet de se passer de beaucoup de bureaucratie, beaucoup de transactions. Et allons plus loin, est-ce que dans les options prises par le président chinois, est-ce que une forme de nationalisation des monopoles dont on a parlé serait possible, ou est-ce que ce serait purement fictif? En gros, est-ce que la technologie elle pourrait être utilisée par le Parti communiste, donc comme elle est aujourd'hui pour un meilleur contrôle, mais encore pour se passer, pour nationaliser et donc se passer du secteur privé, ou non, ça c'est purement fictif? Merci pour la question, Maximilien, parce que je paye très très cher des consultants pour m'étudier la question. Je suis curieuse de savoir. OK. Enfin, en Chine maintenant, ce sont des banques qui sont très, très, très jaloux de leur dépôt comme ça. Et quand j'ai travaillé en Chine et j'étais payé, j'avais besoin d'ouvrir un compte bancaire dans une autre banque qui était la banque de mon employeur parce qu'ils refusaient de faire des direct deposits qui vont sortir de leur banque et aller à l'autre. Et ce qui leur faisait le plus peur, c'est quand les gens prenaient leur salaire et le mettaient tout de suite dans le portefeuille digital de Alipay. Et ce qu'ils ont fait, l'État a maintenant nationalisé le système de paiement qui va des banques à Alipay ou entre Alipay et des banques et Alipay et WeChat Pay. Ils ont forcé l'interopérabilité. Et ils veulent avoir des données de chaque paiement. Alors qu'avant, on pourrait faire un paiement de la banque à Alipay et puis ça va sortir dans leur système, dans une autre banque. Et ils agissaient un peu comme la banque centrale. Et c'est ça ce qu'ils ont coupé. Et une idée comme Rosalie, en Chine, en fait, ce qu'a fait Ant Group, il y a un peu ça, c'est pas exactement ça, mais eux, ils ont toutes les données. Donc, ils savent exactement ce que vous êtes payé, exactement ce que vous payez, où vous vous trouvez. Et pour ça, ils peuvent contrôler très bien la fraude et ils savent à peu près vos capacités de payer. Et ils te donnent des prêts sans payer un taux d'intérêt pendant 30 jours à peu près. Et c'est comme si tu as ton salaire avant, sans intérêt, et eux, ils ont la capacité de le faire. C'est un line of credit, comme un carte bleue virtuelle. Mais le gouvernement chinois n'aime pas trop cette idée, en fait, parce qu'ils pensent qu'il y a trop de crédits. Enfin, avant, c'était impossible d'avoir un crédit comme pour un consommateur, et maintenant, ils pensent qu'il y a trop. Donc, ils pensent que les gens prennent trop d'argent et dépensent trop d'argent maintenant, alors qu'ils devraient attendre et payer dans un compte débit. Donc, ils ont dit clairement, on refuse d'avoir les systèmes américains où les consommateurs consomment beaucoup avec l'argent qu'ils n'ont pas. Mais il y a aussi, en parlant de salaire, c'est pour les entreprises, il y a beaucoup de factoring fintech
en Chine. Beaucoup de petites entreprises comme nous, on ne reçoit pas nos salaires tout de suite. Beaucoup de petites entreprises ne reçoivent pas l'argent de ce qu'ils ont vendu que 30 jours, 60 jours après. Et donc, le factoring, c'est un énorme truc en Chine. Et en fait, c'est surtout les entreprises de l'État qui gardent l'argent et ne veulent pas payer. Et qui, En France, pareil. Ouais. Ça fait à peu près 60% de l'économie qui est contrôlée de cette manière. Sur la question sur la nationalisation, je crois que ça ne va pas passer. C'est au moins la nationalisation d'une compagnie comme Ant Group. Mais dans le système chinois, c'est aussi pas nécessaire parce qu'on a toujours le réseau de la partie communiste. Et comme on ne peut pas être un entrepreneur avec une entreprise grande en Chine sans être aussi membre de la partie communiste, comme étant membre de la partie communiste, on est soumis à la système de discipline de la partie communiste. Et crois-moi, c'est beaucoup plus effrayant sur le plan personnel qu'une simple nationalisation. Une autre question? Merci. Moi, au vu de la mise en perspective, j'ai plein de questions, mais je ne sais pas exactement ce que je vais dire en l'instant même. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir ce match, on est en France malgré tout, et de voir ce match de ping-pong entre une vision de la Chine et une vision, je dirais, américaine, quasi franco-américaine, je dirais, de ce match entre les États-Unis et la Chine. Et ce que j'ai noté, d'ailleurs, je pense à ça, je reviens du 17e, et dans le 17e, la Statue de la Liberté, au large d'Ellis Island, a été construite, donc c'est pas loin, c'est à 6-7 minutes en métro. Et ce qui me pose question, c'est quelque part la place de l'Europe dans tout ça. On a un peu parlé de l'Europe, mais finalement, modestement, mais je me permets de le mettre en avant. Et par rapport à cette notion de liberté, ça pose vraiment des questions, parce que la manière dont on entend les mises en perspective financières et chinoises, là, on a l'impression que l'Europe se construit de la Californie à l'Ukraine, et on est heureux de l'apprendre. Mais moi, ça m'interroge sur une notion fondamentale de liberté d'innovation. On parlait de concurrence, mais vous avez utilisé un moment le terme de concurrence entre Visa et Mastercard. Bon, je suis convaincu que si on cherchait un peu bien dans le monde des soviets, en URSS, il y avait des concurrences entre 2, 3, 4, 5 acteurs probablement. Alors, ils étaient tous liés à des membres du parti, mais voilà. Et donc, la question fondamentale que je voulais exprimer là, une autre idée qui m'est venue aussi, et après j'arriverai à ma question, c'est quand vous parliez de Trump. Bon, Trump, il a ses défauts évidents, mais il a eu quand même en tant qu'incompétent, la pertinence de remarquer que WeChat représentait aux États-Unis en usage, notamment les réseaux chinois, des montants conséquents. Et il se dit d'ailleurs que quand WeChat a été interdit par Trump aux États-Unis, il y a 400 milliards de dollars qui sont partis des États-Unis pour rejoindre la Chine. Donc, petite parenthèse, mais moi, j'avais une question de fond qui était par rapport à cette notion de liberté qui est ancrée très fondamentalement, historiquement, en Occident. Comment vous voyez s'inscrire la liberté, ou d'un côté chinois, d'un côté occidental ou américain, par rapport à nos fondamentaux aujourd'hui dans la finance? Parce que le titre du meeting, c'était un petit peu comment la Chine réinvente la finance et comment concurrence des États-Unis. Comment vous pensez que nous-mêmes, occidentaux, on est capable d'exprimer la liberté, voire d'autres valeurs, mais avant tout la liberté, dans cette finance qui est en train de se créer via les nouvelles technologies et en particulier par le fer de lance des États-Unis? Sujet très philosophique. Oui, je pense que l'Europe est à peu près entre les États-Unis et la Chine, peut-être plus approchée aux États-Unis, mais on pense relativement similairement, j'ai l'impression, en France et en Chine, du gouvernement, alors que les gouvernements sont très différents. Aux États-Unis, notre idée de la liberté, c'est plutôt liberté de l'État. L'État ne devrait pas intervenir, alors qu'en Chine, et un peu moins, mais en Europe, j'ai l'impression que les gens pensent que l'État doit intervenir pour créer la liberté envers des entreprises privées, par exemple. Donc, l'Europe et la Chine sont plus sceptiques des entreprises privées
qui pourraient devenir des monopoles ou faire d'autres abus. Donc, c'est difficile pour les États-Unis et l'Europe de se mettre ensemble à cet égard. Et aussi, si on voit les idées de l'euro digital ici, il y a on parle énormément de la privacy, qui est bien. Et aux États-Unis, on pense la même chose. Donc, on est un peu ensemble ça. Et ça c'est un grand contraste avec la Chine, où l'État peut créer ça et ne pas trop penser au privacy, parce que ils peuvent juste l'imposer. Mais dans d'autres domaines, c'est plus difficile pour les États-Unis. Par exemple, le Digital Euro, il y a une grande partie qui est on veut être indépendant des États-Unis. On a peur que notre système, si la finance devient digitale, si les paiements deviennent digitales, ce n'est plus des notes euros, ce sont des cartes bancaires avec un Visa ou Mastercard ou American Express là-dessus. Et on ne veut pas, par exemple, être obligé de suivre les sanctions des États-Unis, par exemple. Donc, l'Europe ne va jamais se mettre tout à fait d'accord avec les États-Unis, alors que les États-Unis savent que, sans l'Europe, sans d'autres pays, ça va être impossible de créer, influencer le développement de la finance mondiale, alors que la Chine a un autre modèle. J'espère que ça a fait du sens. D'autres questions dans la salle? Oui. J'ai une question sur la monnaie digitale et plus précisément les monnaies digitales de banque centrale. Donc, on sait tous que la Banque populaire de Chine a un projet qui est plus qu'un projet, maintenant c'est une réalité, c'est déjà très utilisé en Chine, qu'elle a énormément d'avance sur les États-Unis qui ont été très longtemps sceptiques. Janet Yellen, il y a quelques années, avait dit ça ne sert à rien, c'est pas la peine de perdre de temps là-dessus. En Europe, l'Union européenne est aussi assez en retard. Bon, la Chine est très en avance. Quand on regarde ce projet de près, donc ce Renminbi digital, on se demande quand même finalement à quoi ça sert. On voit bien les motivations de la Banque centrale pour le faire. Et les motivations, ce sera un peu long, mais on comprend que principalement, c'est une brique dans ce qui va servir à construire à très long terme une alternative au dollar, aussi à un système financier construit par le dollar. Mais ça, c'est un agenda à très long terme, ça va prendre du temps. Mais dans le court terme, quand on voit ce que ça fait, le Renminbi digital, on est dans un contexte où les consommateurs chinois, les usagers chinois, ont à leur disposition les outils les plus efficaces au monde, les plus performants. Alipay, c'est extraordinaire en termes d'innovation commerciale et de qualité de service. Et quand on regarde ce qu'est capable d'offrir le Renminbi digital, on essaye de comparer. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont utiliser ça? Ça n'apporte rien à l'usager que par rapport à ce qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire Alipay et le système sur WeChat. Donc, est-ce que ça va marcher? Et qu'est-ce qui se passe si c'est un flop commercial? Et jusqu'à maintenant, en fait, ça fait maintenant plus d'un an que ça a été lancé, presque 2, et ça n'a pas l'air de démarrer vraiment. Donc, qu'est-ce qui se passera si c'est un flop commercial? Est-ce que les autorités, par exemple, prendront des mesures beaucoup plus agressives pour finalement rendre Alipay et les autres moins attrayants et que finalement les gens se dirigent vers le Renminbi digital? Il y a quand même un côté politique, clairement, par rapport au dollar. Je sais pas ce que... Oui, mais ça, on ne va pas rentrer là, non, mais c'est vraiment un agenda à long terme. Aujourd'hui, le Renminbi digital, c'est une monnaie retail. C'est pas ça qui va permettre de contourner les problèmes de sanctions, etc., etc. Ça peut à très long terme, mais pas à court terme. Mais c'est plus facile de vendre une monnaie au reste du monde que des concepts, ou que des applications. Je ne sais pas ce qu'en pensent Martine et Roger. Oui, en fait, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas beaucoup de demandes pour ça parce que les gens ont vu que c'est pas très différent d'Alipay. La plus grande différence, c'est que on a la surveillance de l'État au lieu de la surveillance des entreprises de technologie et il y a moins d'écosystèmes autour. Donc, c'est moins utile. Et il y a des officiels de la Banque centrale qui disent il va falloir essayer quand même de chercher une utilisation qui va mener à ce que ça marche. Mais je crois que pas que ça va marcher. Ça va vraiment marcher dans la Chine. Je crois pas que ça va remplacer Alipay et WeChat. Ça peut être intégré et c'est en train d'être intégré dans l'appli WeChat comme un back-end.
Et ils ont toujours dit, ils ont gardé l'option de dire, en disant que c'est un backup. C'est si l'Internet ne marche pas, il y aura un système de paiement qui n'a pas besoin d'Internet avec le digital renminbi qu'on peut utiliser. Si un jour Alipay ne marche pas, par exemple, il y avait il y a quelques années une coupure des lignes fibre optique à Hangzhou et Alipay ne marchait pas. Alors que ce n'était pas aussi grand que maintenant à l'époque, mais on a quand même l'idée qu'on veut avoir des backup systèmes et si personne n'a des espèces, ça deviendrait peut-être difficile. Donc, ils peuvent dire, OK, c'est un backup, il n'y a pas trop de succès, mais aussi c'est bien pour eux de ne pas avoir trop de succès parce que ce système est un grand défi. Si ça devient grand et il y a un problème dans le code, ça peut abîmer toute l'économie chinoise en menaçant la foi que les gens ont dans la monnaie. Et donc, eux, ils sont des pionniers, ils sont en avant, mais ce n'est pas forcément bien d'être en avant parce qu'on n'a pas encore découvert quelle est l'influence sur le système financier, quelle est l'influence sur l'économie, quels risques avons-nous cyber et dans tous les autres endroits. Si un système est connecté dans plusieurs endroits, qu'est-ce qu'on va faire avec des données? Parce que on peut dire le gouvernement veut les données, mais c'est la Banque centrale qui aura les données. Est-ce que les autres parties du gouvernement de la Chine veulent que la Banque centrale contrôle toutes ces données comme ça et devient peut-être plus puissant? Donc, il y a beaucoup de problématiques là-dedans, économiques, politiques et financièrement, qui fait en sorte que c'est un flop commercial. Ce n'est pas forcément mauvais pour eux. Et là, on parle à l'intérieur de la Chine, on ne parle pas de l'international. Oui. Trois petites choses. Sur le plan international, on parle un peu de remplacement du dollar. Aussi, le CBDC chinois, le e-renminbi devrait être ou devrait devenir un concurrent pour le dollar au niveau international. Ça ne va pas passer. Et pour une raison très simple, c'est que la Chine doit choisir. Ou bien on contrôle son monnaie, ou bien son monnaie est utilisée autour du monde. C'est un ou l'autre. Et confronté avec ce choix, le gouvernement chinois toujours va choisir pour la contrôle du monnaie parce que c'est un des leviers les plus importants pour gérer l'économie. Ça, c'est un. Deux, cybersécurité. C'est complètement vrai. Ce que dit Martin, et non juste dans l'espace du monnaie, mais l'année passée, il y avait un grand scandale parce que la police de Shanghai, la police municipale de Shanghai a laissé ouvert une base de dates qui finalement base de données qui finalement contenait des données sur quasiment la population entière de la Chine, a été laissée ouverte sur l'Internet sans mot de passe, sans mot de clef. Donc, les pratiques de sécurité sont vraiment de basse qualité. Donc, ce n'est pas seulement une chose des autres ministères qui peuvent peut-être craindre que la Banque centrale deviendra trop puissante, mais aussi la Banque centrale qui ne veut pas donner des données aux autres ministères parce que le plus de gens ont accès aux données, le plus les risques s'augmentent. Donc, les questions cybersécurité n'est pas résolues. Et ça, c'est vraiment le problème. Chaque fois la Chine, dans beaucoup des poursuites, est un exemple. Mais parfois, elle devient un exemple de comment ne pas faire. Un contre-exemple. Et ça, on dit souvent dans le monde digital, le gagnant final, ce n'est pas le premier à bouger, c'est le deuxième. Parce que le deuxième peut étudier des fautes du premier. Google, les compagnies de recherche, Google n'était pas le premier. On avait Hotbot, on avait AltaVista, on avait Yahoo. Et c'est Google qui a gagné. Pourquoi? Parce que Google
Google a pu voir toutes les fautes des originaux. Peut-être quelque chose de pareil va se passer dans le monde FinTech. Arbia, vous voulez rajouter quelque chose? Non, ce qu'il dit est totalement vrai. Après, il faut toujours avoir en fait comment dire, je dirais pas les couilles, mais le courage aussi d'innover et de prendre ce challenge aussi d'innover et d'être le premier. Nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est pas du tout une mince affaire d'être un premier, créer un marché, éduquer tout un marché, l'évangéliser, etc., paver le chemin en fait à ceux qui viennent derrière. Mais si personne n'y va, il faut aussi prendre en fait le chemin et le faire. Ça, c'est l'inconvénient, mais il y a aussi des avantages. C'est justement cette avance par rapport aux autres, juste parce que c'est une course aussi commerciale. Derrière, il y a un time to market quand il arrive. Aussi, tu prends une vague, et donc si tu n'es pas le premier qui est prêt justement à prendre cette vague-là, c'est comme ça aussi que... Donc, en fait, cette règle-là, je suis d'accord avec, mais il y a beaucoup aussi d'exceptions. En France, on a VP, par exemple, vente privée, qui est le premier. Regardons tous ceux, en fait, qui sont venus derrière, qui sont très, très loin, là où lui, il est déjà à faire des milliards en chiffre d'affaires. Le deuxième dans la liste, en fait, il fait 200 millions de chiffre d'affaires. Donc, il y a vraiment un vrai gap. Donc, le gap, c'est le temps aussi. Et c'est ce qu'il faut prendre en considération aussi. Le Alibaba chinois, enfin pas complètement. Il y avait encore une question, oui monsieur. Bonsoir et déjà merci beaucoup pour la table ronde. Personnellement, moi je suis étudiant à l'ESSEC, donc je n'ai clairement pas votre bagage intellectuel. Et moi j'aimerais juste revenir sur le titre de la conférence et comment la Chine réinvente la finance. Justement, on a beaucoup parlé de comment la Chine a réinventé la finance en étant pionnier sur plein de trucs. WePay, les paiements digitaux, Alipay. Et justement, ma question, c'est la Chine a été premier, effectivement, vous l'avez évoqué, on est premier, on ne veut pas forcément dire qu'on sera le meilleur dans quelques années. Et du coup, ma question, c'est quels seraient les jalons importants ou les innovations importantes ou qu'est-ce qu'il y aurait à faire pour que la Chine puisse vraiment asseoir cette domination jusqu'à échéance 2050, par exemple. Domination économique ou digitale ou... Digitale et sur le plan financier également. Mondialement. C'est ça, exactement. Je crois que Martin est beaucoup mieux placé que moi pour donner la réponse économique. Donc, moi, je vais donner la réponse politique. J'ai un papier sur ce qui est arrivé, la grande rectification de l'économie plateforme en Chine. Si vous souffrez de l'insomnie, je le recommande. Ça va résoudre tous vos problèmes. Mais là, je fais l'argument que la domination globale n'est pas l'intention de la Chine. Je dirais que 95% de l'attention politique au Pékin va vers des affaires internes. Donc, la Chine veut d'abord résoudre ses problèmes internes. Développement socio-économique, avertir la piège de moyens middle income trap. Des classes moyennes. Oui. Donc, il ne veut pas dominer. Donc, si domination arrive, c'est une conséquence, je dirais, collatérale. Ce n'est pas le but. Si moi, je demandais au Xi Jinping ou des autres hauts officiels du gouvernement chinois, ils me disaient l'économie digitale, comme nous le connaissons, apporte presque rien à la qualité fondamentale de notre économie. Bon, l'e-commerce, par exemple, ce que fait Alibaba, c'est juste une autre manière de convaincre les gens de dépenser 50 RMB pour un t-shirt ou des pantalons. Les grandes compagnies de délivrance des repas. Qu'est-ce qu'il y a la différence entre, comme moi je le faisais il y a 20 ans à Pékin, faire un coup de téléphone au restaurant ou le faire avec un appli, right?
Donc, Xi Jinping dirait il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas trop de différence. Ça ne va pas augmenter durablement la qualité de notre économie. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est l'intégration des capacités numériques dans l'économie réelle, la production. 2, utiliser les capacités numériques pour soutenir les services, la logistique, l'infrastructure, mais aussi la fonction du gouvernement, de nouveau pour augmenter l'efficacité et la productivité, non juste de l'économie réelle, mais aussi de l'infrastructure sociale et gouvernementale qu'il supporte. Et 3, utiliser les technologies numériques pour augmenter la qualité des employés chinois, parce que la population chinoise a commencé à diminuer. Donc, si la Chine veut toujours développer, l'enjeu, c'est d'en être sûr qu'un ouvrier chinois, dans 10 ans, sera 100% plus productif qu'un ouvrier d'aujourd'hui. Je suis d'accord avec Roger. J'ajouterais, si on pense aux sources de l'innovation à l'avenir, question intéressante, c'est quel rôle vont jouer les entreprises tech américaines, Google, Facebook, Meta et Apple aussi, qui ont vu ce qui s'est passé en Chine. Et en Chine, maintenant, je dirais, ne se passe pas trop pas grand-chose. L'étape de l'innovation a été lieu. C'était très intéressant, ça a changé la vie des Chinois. Mais maintenant, il y a beaucoup de règles. C'est difficile pour eux de faire de la perturbation de ce qui existe maintenant. Donc, ça va un peu rester comme ça. Et maintenant, les entreprises aux États-Unis, comme Zuckerberg a dit, j'aurais dû regarder WeChat il y a 10 ans. Et puis, Elon Musk a dit en fait qu'il veut que Twitter devienne un peu comme WeChat à l'avenir. Donc, je pense que leur influence, le plus important, ça sera l'influence de leurs idées, de voir que ça marche et que les entrepreneurs, peut-être en France, mais aussi aux États-Unis, essayent de le faire. Et si on voit ce qu'a fait Zuckerberg avec Libra, l'idée d'une monnaie internationale basée dans le réseau social de Facebook, c'est à peu près créer WeChat pour le monde. Et le monde a dit non. On a trop peur de ça, beaucoup de raisons, mais ils ont toujours cette idée en tête. Ils vont essayer de faire des parties et de réaliser un peu des petits parties de ce qui s'est passé en Chine. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question avant qu'on conclut? Non? Bon, je crois qu'on a fait le tour. On n'a pas résolu tous les problèmes du monde, mais pas loin. En tout cas, merci beaucoup à Martine. Lisez le livre China's Cashless Economy. Vous pouvez le commander en ligne. Je suis désolé pour cette blague douteuse, mais je ne pense pas que ce soit facile à trouver dans les librairies parisiennes, mais à la FNAC. Oui, chez Smith, enfin bon, les adresses habituelles. Et lisez le papier de Roger sur les plateformes, qui vous aidera à dormir, mais qui sera sûrement tout à fait passionnant. Et soyez client de Rosalie, qui est en train de décoller telle la fusée chinoise, mais qui est une fusée française pour l'instant. Merci à tous les trois. Merci.